Merci Quentin, bonjour à tous. Donc je vais vous dire quelques mots à propos de retour d'expérience qu'on a. Donc on va revenir effectivement à des aspects itinéraires techniques et agricoles. Quelques mots sur les enseignements qu'on a en agriculture de conservation des sols, classique, hein, pas bio, en conditions méditerranéennes. Donc moi je suis Mathieu Marguerite, je suis du sud-est de la France, donc sur la station Arvalis de Gréoux-les-Bains, qui est la station la plus au sud-est au niveau français. Et donc malheureusement, une des stations, un territoire dans lequel on a fortement subi le changement climatique, peut-être un peu plus fort et un peu plus vite que d'autres régions de France. Et je vais vous montrer les retours d'expérience qu'on a justement, notamment du point de vue de l'optimisation de la couverture des sols, hein, qui était un des gros enjeux de dire comment on va réussir ou pas, on va voir, l'agriculture de conservation des sols et la couverture des sols en conditions méditerranéennes. Donc on va rebalayer quelques données là, sur les impacts du climat sur la réussite des couverts végétaux, pour voir ce qu'on vit dans le sud-est, finalement, des fois commence à s'extrapoler un petit peu à d'autres régions de France. Et puis, après, l'expérience de la CES dans le sud-est. Donc je vous reparlerai d'un essai qu'on a à côté de Gréoux-les-Bains. On parlera des couverts semi-permanents en bio, avec quelques innovations aussi qui sont intéressantes et vous refaire un peu d'actualité à ce sujet. Et puis on terminera avec un petit peu d'ouverture. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était ces graphiques-là. Hein. C'est le constat en fait, climatique qu'on va pouvoir avoir de la réussite ou pas des périodes qui vont être favorables à l'implantation des couverts végétaux. Donc, comment ça se lit? Vous avez regardez que à gauche pour le moment. Vous avez l'année, hein, du 1er janvier au 31 décembre. Et en ordonnée, la valeur que vous avez, c'est les pluies efficaces. En fait, c'est le fonctionnement d'un sol nu, c'est-à-dire c'est la pluie moins 0,35 fois le TP, donc fois une petite partie de l'évapotranspiration. Okay, et donc, alors on ne voit pas très bien là, mais vous avez la... Il ne faut pas que je m'approche trop parce qu'il y a un trou là. Vous avez la barre avec le zéro là, qui est ici. Donc évidemment, quand les courbes passent durablement en dessous du zéro, ça veut dire qu'on est en période très sèche. Et là, ça va être des périodes qui vont être délicates pour l'implantation de ce que vous voulez, des couverts ou des cultures. Donc j'ai fait plusieurs villes. Donc vous avez Lille en bleu. Et donc, ah oui, je précise aussi que ce sont des données, donc c'est issu des modèles du GIEC. Donc à gauche, c'est les données du passé récent, puis on verra le futur après. Donc vous avez Lille en bleu sur la gauche. Bon là, ça va, c'est durablement positif. Il n'y a pas de longue période de stress hydrique. En vert, en orange, vous avez Versailles dans les Yvelines. Donc vous voyez que là déjà, fin septembre là, ou mi-septembre, ça s'approche du zéro. Donc là, on est sur du climat médian. Hein. Ça veut dire que quand on est à zéro, ça veut dire qu'il y a certaines années, ça va être durablement négatif, et puis d'autres années, ça va être un peu plus positif. Et puis donc j'ai mis Agen. Donc Agen, quand on regarde Agen, on passe en dessous de zéro un petit peu en fréquence fin juin, et puis après assez durablement mi-août, début septembre. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir un certain nombre d'années des difficultés pour implanter des couverts ou des cultures à cette période-là. Je vous ai mis en jaune Gréoux-les-Bains, donc là où je suis, où on a du coup un cumul de pluies efficaces qui est durablement négatif, en gros de fin mai à début septembre. Donc ça veut dire que dans ce secteur-là, donc très sud-est de la France, implanter des cultures ou des couverts sans irrigation à cette période, c'est très compliqué. Hein. Dans le sud-est, il y a 10 ans, on avait du tournesol sans irrigation. Aujourd'hui, c'est devenu rare le tournesol sans irrigation, sauf dans des très bonnes terres, très profondes, etc. Donc on est dans cette situation-là. Donc vous imaginez, évidemment, pour l'implantation des couverts estivaux, on est dans un contexte qui est très compliqué. Et puis je vous ai mis en pointillé rouge nos collègues d'Elvas au Portugal. Donc Arvalis est jumelé avec l'INIAF, qui est un peu un mix entre Arvalis et l'INRA au Portugal, avec lesquels on travaille beaucoup sur l'adaptation au changement climatique, d'un point de vue génétique, les variétés par exemple de blé dur qui sont les plus adaptées à la sécheresse, et puis aussi d'un point de vue un peu plus agronomique, les couverts, etc. Et donc vous voyez que eux, c'est durablement négatif ce différentiel pluie-ETP, en gros du 15 avril au 15 septembre. Donc ils sont dans un contexte encore beaucoup plus délicat que nous. Donc eux, la question c'est pas est-ce qu'on implante des couverts végétaux ou pas. Là, eux, ils sont vraiment même dans une situation où
même dans des systèmes d'agriculture de conservation des sols, il n'y a pas de couverts végétaux en fait. Ils ont, ou très très rarement des couverts végétaux. Donc ils sont encore vraiment un cran au-dessus, mais ça nous permet de nous projeter un petit peu. Ça, c'est les données passées. Et à droite, vous avez les modèles. Alors, vous avez tout un tas de modèles dans les données du GIEC. Là, c'est des modèles sur un scénario futur, 2040-2060, donc un futur quand même relativement proche. Et c'est le scénario 4.5 du GIEC, c'est-à-dire le scénario intermédiaire, donc pas trop pessimiste et pas trop optimiste non plus. Et donc, vous voyez qu'en gros, ce qu'on voit, c'est que Agréou, alors j'ai pas les données pour le Portugal, je les ai pas mises, mais là où c'est difficile, ça risque d'être encore plus difficile, puisque les stress hydriques vont être plus longs et plus forts en intensité, les courbes descendent plus vers le bas. Et puis même dans des secteurs qui étaient épargnés, on tutoie aussi des stress hydriques et on va vers des périodes plus difficiles pour l'implantation des couverts. C'est le cas de Lille, vous voyez que ça descend un petit peu plus, c'est le cas de Versailles ou d'Agen. Donc voilà, on va probablement vers plus de difficultés à implanter des couverts végétaux, notamment en conditions estivales. Alors une autre manière de le voir, c'est ça. Donc c'est une carte. Alors sur ce genre de carte, en général, c'est toujours pareil. Plus c'est rouge, moins c'est bon signe. Vous avez, pareil, le cumul de pluie efficace. Selon que vous fassiez un semis au 15 juillet, au 15 août, au 1er septembre, le cumul de pluie efficace sur 15 jours qui suit ces 3 dates, du coup, sur une médiane 2001-2020. Donc vous voyez qu'à l'échelle France, au 15 juillet, on a un cumul de pluie efficace qui est quand même très négatif dans le quart sud-est, mais aussi dans une autre partie de la France. Donc ça veut dire qu'en médiane, ça peut être aussi difficile d'implanter des couverts végétaux l'été dans la moitié plutôt est de la France. Au 15 août, la situation s'améliore grandement, sauf dans le quart sud-est. Et puis au 1er septembre, là, ça s'améliore quand même un peu plus considérablement. Ça peut être encore difficile dans certains endroits du quart sud-est, mais c'est très représentatif de ce qu'on voit sur le terrain, notamment dans le sud-est, c'est-à-dire que généralement, les gens ne sèment leurs couverts végétaux au gré du retour des pluies à partir de fin août, début septembre, en gros. D'accord ? Donc ça, c'est sur 2001-2020. Et si on prend un passé, donc c'est des médianes toujours, et si on prend un passé un peu plus récent, voilà ce que ça donne sur les 5 dernières années. Vous voyez que là, la situation s'est quand même tendue dans beaucoup d'endroits ailleurs et que il y a un peu plus de rouge, même beaucoup plus de rouge partout. Voilà. Du coup, quand on voit ça, alors on se dit comment est-ce qu'on peut réussir à optimiser la couverture des sols dans ces conditions-là? Alors il y a plusieurs solutions. On va pouvoir se dire, est-ce qu'il y a des couverts végétaux plus adaptés à ces conditions-là? Est-ce qu'il y a des techniques de semis plus adaptées? Je vais semer plus en profondeur, chercher de l'humidité ou pas. Et puis après, la dernière question qu'on va surtout développer, c'est est-ce que j'ai d'autres moyens? Est-ce qu'on va dire, de toute façon, dans cette période-là, semer des couverts végétaux, c'est trop compliqué. Donc on va aller essayer de chercher d'autres moyens d'implantation et de réussite et de gestion des couverts végétaux. Donc on va tenter d'explorer un petit peu ça ensemble. La première chose, c'est, donc ça c'est des travaux d'Hélène Tribouillois quand elle était encore à l'INRA, maintenant elle est à Terrinovia, c'est la classification des différents types de couverts végétaux selon 2 critères, leur température optimale de germination. Les couverts, comme les plantes, elles ont toujours une température optimale de germination. Alors il y a un min, il y a un max et puis il y a un optimum. Et puis leur capacité à être implantées dans des conditions de sol plus ou moins sèches. Là, c'est la colonne que vous avez ici, potentiel hydrique. Et donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez le diapo, mais il y a eu une classification faite sur des groupes de germination de couverts en fonction des exigences vis-à-vis de la température ou de l'humidité, c'est-à-dire du potentiel hydrique du sol. Donc, vous avez des couverts qui sont adaptés à des conditions très chaudes, le sorgho par exemple, typiquement. Et puis vous avez quand même des couverts qui sont adaptés à des conditions plutôt estivales. Donc c'est les groupes plutôt 3 et 4, l'avoine, le raie gras, navette, radis, etc., qui vont mieux s'implanter dans des conditions plus sèches et avec moins d'humidité. Et puis après, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, le type de graines que vous allez implanter va aussi avoir une influence. Plus les graines sont grosses, plus leur PMG est important, plus leur temps d'imbibition va être important, donc plus ce sera des
des graines qui, probablement en conditions sèches, auront un petit peu plus de difficulté à démarrer. Ensuite, on a donc le choix des couverts. Donc là, je parle des couverts annuels. Après, on partira sur des couverts pluriannuels. Ça va être le fond du propos. On a la question de semer plus en profondeur en cas de conditions sèches. Ça, c'est ce que font beaucoup, même sur des cultures, quand on coopère sur les questions d'agriculture, de conservation des sols notamment. On coopère pas mal avec des pays du sud Europe dans certains projets. Donc Portugal, Espagne, qui vivent le changement climatique à une échelle un cran au-dessus encore de ce qu'on vit nous en France. Et puis on coopère aussi avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est encore un cran au-dessus en termes de changement climatique. Et eux, ils vous expliquent, quand on va chez eux, qu'ils sèment leurs graines beaucoup plus profond qu'avant, alors avec une certaine raison bien sûr, pour aller chercher de l'humidité. Donc là, je vous ai remis des petits graphiques qui datent un peu, c'est des références qui datent un peu, mais qui sont toujours valables, sur le temps d'imbibition des semences en profondeur après une pluie ayant réhumecté le sol. Donc vous avez la teneur en eau du sol en fonction de la profondeur. Et donc vous voyez que quand on a une des teneurs en eau du sol en profondeur qui sont évidemment plus importantes. Donc aller chercher la profondeur, aller chercher l'humidité qu'on peut avoir en situation sèche en profondeur et semer un petit peu plus profond. Il y a aussi des données qui ont été faites sur les modes de semis. Parce qu'il y a la profondeur et il y a le mode de semis. Donc ça, c'est des données qui viennent de l'INRA, où ils avaient fait des expérimentations selon la réussite de semis de blé, mais peu importe, c'est du blé ou un couvert, ça va être le même fonctionnement, selon différentes séquences climatiques. De la pluie, donc 20 mm de pluie, puis on sème et puis il repleut 20 mm, ou des séquences pluie-dessèchement-pluie ou pluie-dessèchement. Donc pluie-dessèchement-pluie, c'est la deuxième séquence. C'était 20 mm dans les 2 jours qui suivent le semis, pas de pluie pendant 20 jours, et 20 mm de pluie. Okay, et après, vous avez pluie-dessèchement, c'est 20 mm après le semis, puis après un dessèchement continu. Et ils ont comparé le taux de germination des graines en fonction de 2 types de semis, à la volée ou semoir au semoir classique. Et donc, bon, c'est des choses qu'on sait, en tout cas les producteurs qui sont dans des conditions sèches sont très habitués à ça, c'est de dire, voilà, dans ces conditions très sèches, le semis à la volée est très peu efficace par rapport à des semis avec des graines enterrées, aller chercher un bon contact terre-graine à une profondeur plus ou moins importante. Donc même si le semis à la volée, ça coûte pas cher, des fois ça marche en conditions sèches, ça marche beaucoup moins qu'un semis bien positionné pour les couverts végétaux. Donc le choix des espèces, la profondeur, le mode de semis, et ce que je vais surtout vous détailler, c'est ce qu'on a travaillé nous dans le Sud-Est sur un essai système en agriculture de conservation des sols qui visait à optimiser la couverture des sols dans des situations hydriques qui sont très contraintes. Donc on est, alors déjà vous dire, il n'y a pas qu'un seul moyen de couvrir les sols, il y a les couvertures intermédiaires, il y a les plants de compagne, le couvert permanent, le couvert culture relais, etc. Et c'est bien cette diversité de moyens qui va faire la réussite de la couverture du sol dans des situations hydriques un petit peu contraintes. Donc on a un essai à Oraison, donc on est dans les Alpes de Haute-Provence, vous êtes vers Manosque pour ceux qui connaissent, qui a 11 ans d'âge, qu'on fait en partenariat avec un agriculteur, là c'est un dispositif assez original, donc la parcelle est donc un agriculteur en agriculture de conservation des sols. La parcelle est en agriculture de conservation des sols stricte, donc on est vraiment sur du zéro travail du sol, couverture du sol la plus permanente possible, vous allez voir jusqu'où on a été, et puis rotation de culture. Donc depuis 2008, la parcelle est dans ce système-là, elle était en TCS avant depuis 1998, et donc on a notre essai, notre partenariat avec l'agriculteur depuis 2013. Alors, comment se présente l'essai ? Donc l'agriculteur, c'est Daniel Brémond, pour le citer. Vous avez, c'est des bandes, des allers-retours de semoir, là, sur 150 mètres de long. Et une bande, c'est un aller-retour de semoir, donc ça fait 2 fois 3 mètres, 6 mètres, et ça simule une rotation. Et en fait, on a 30 bandes différentes qui se succèdent, qui vont simuler tout un tas de rotations différentes, parce que chaque année, on va essayer plein de choses, et on essaye d'avoir, bien sûr, un peu toutes les cultures possibles de l'essai chaque année.
Et l'essai est divisé en deux parties, une partie avec irrigation et une partie sans irrigation. Et l'objectif, parce que l'objectif initial de l'essai, il y a 10 ans, c'était de mettre au point l'agriculture de conservation des sols en conditions méditerranéennes, notamment sans irrigation, en considérant qu'avec irrigation, c'est un peu plus facile, mais sans irrigation, comment on fait? Et la question des producteurs du coin, c'était de dire, bah ouais, mais comment on fait? Parce qu'on ne peut pas prendre des références qui viennent plus du nord de la France ou même de Lyon, etc., parce qu'on sait que ça a de fortes chances, au vu du climat, de ne pas fonctionner chez nous. Donc voilà, donc on a deux parties, donc ça veut dire sec et irrigué, c'est des rotations complètement différentes. On ne cherche pas à comparer le sec par rapport à l'irrigué, on cherche à mettre au point le système en sec, en conditions pluviales et en conditions irriguées. Donc vous allez voir les rotations, mais si vous connaissez la Provence ou si vous venez faire un tour, c'est deux mondes agricoles différents, qu'on ait l'irrigation ou qu'on n'ait pas l'irrigation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs céréaliers sans irrigation en Provence. L'essentiel des agriculteurs, ils ne font pas que des céréales, sinon ils ont des potentiels de rendement qui sont trop limités pour ne vivre que des céréales. Donc ils ont souvent des oliviers, de la vigne, de la lavande, etc. Ils sont souvent assez diversifiés. On est sur de l'argilo-calcaire, peu caillouteux. C'est des sols, on a une réserve utile entre 90 et 110 mm, donc c'est moyennement profond. Et puis voilà. Alors, donc je vous ai mis ici à gauche, vous avez la pluviométrie moyenne l'été, parce qu'en fait la grande question c'est comment on va couvrir les sols l'été, après la moisson. Tout ce qui est semi-post-moisson, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne 2 années sur 10. Vous avez la pluviométrie qu'on a l'été, entre le 1er juillet et le 10 septembre, enfin, par dizaines de jours, en moyenne sur les 20 dernières années. Donc vous voyez, 1er juillet en moyenne 1 mm, 10 au 20 juillet 0 mm, 20 juillet, 30 juillet 1,4, 31 juillet 4,4, 10 août 2,2. Et donc c'est vraiment très très sec. Ajoutez à cela des hautes températures, on a souvent tout le temps plus de 30 degrés, souvent 35 voire un peu plus. Donc c'est des conditions qui sont vraiment extrêmement séchantes. Et on a un retour de la pluie en général, plutôt passé mi-août, on commence à avoir un retour de la pluie, même si celui-là est très aléatoire selon les années. Donc finalement, le seul moyen qu'on a vraiment sécurisé de couvrir les sols l'été, c'est ça, c'est quand on a eu des couverts semi-permanents qui ont été implantés à un moment donné dans le système. Mais c'est surtout pas avec des semis estivaux de couvert, parce que ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez là, c'est une photo du 26 août 2022. On sort d'un été qui a été très très sec et très chaud. Et donc dans les bandes de l'essai, là vous êtes dans l'essai, vous voyez différentes bandes. Dans les bandes de l'essai, les seuls endroits qui étaient couverts, c'est parce qu'on avait des couverts semi-permanents qui avaient été implantés, on va le voir après, à un moment donné dans la rotation, dans des cultures, etc. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup la question du couvert semi-permanent. On n'est pas en bio là, donc on pourra discuter après des techniques de régulation, etc. Mais sur l'implantation, il y a des choses et des ponts à faire entre ces deux systèmes, bien évidemment. Voilà, donc l'objectif de l'essai, alors il est multiple. Donc c'était bien sûr, le premier objectif, c'était de mettre au point l'ACS en conditions méditerranéennes. C'était l'objectif numéro 1. C'était ça la commande des agriculteurs. Et après, c'était aussi, aujourd'hui on en est à 10 ans après, bien sûr on veut savoir comment le sol a évolué, la matière organique, qu'est-ce que ça dit au niveau économique, parce que c'est quand même très important, quelle est la viabilité du système, etc. etc. La biodiversité, tout à l'heure vous parliez de biodiversité, on a fait aussi des études un peu biodiversité et quel lien on pouvait faire entre le système, la biodiversité, l'irrigation et la biodiversité. On est en train de dépouiller toutes ces données-là. Donc les couverts semi-permanents, pourquoi on va s'intéresser aux couverts semi-permanents dans ce système? Donc très forte incertitude de réussite des couverts annuels, beaucoup d'échecs agronomiques sur les couverts annuels, notamment les couverts annuels estivaux, et donc de malus économique, parce que c'est des dépenses qui sont engagées pour peu de résultats. Le couvert semi-permanent, ça va être un moyen de maximiser du coup la biomasse, on va voir dans quelle proportion après. Et puis, on a plein de voies d'implantation possibles. C'est tout ça qu'on a exploré dans les couverts semi-permanents, comment on adapte, quand est-ce qu'on les implante, avec quelle culture, comment ils vivent avec les cultures, etc. etc.
Sachant que le principal défi, évidemment, des couverts permanents, c'est comment on va gérer la compétition avec la culture de vente quand il a été implanté avec une culture de vente. Ça va être ça notre principale difficulté en conventionnel, et encore plus en bio, où on aura des points de vigilance qui seront rehaussés. Et alors moi, je préfère parler plutôt de couverts semi-permanents que de couverts permanents. C'est, à mon avis, moins trompeur, parce que ce couvert semi-permanent, enfin, d'abord, on ne sait pas combien de temps il va durer, et puis des fois, volontairement, on va complètement le détruire pour justement avant des cultures qui vont être très sensibles ou qui vont être dans un système pluvial, qui vont être des cultures d'intérêt économique très fortes. Et on va se dire, bon, bah, là, on ne veut pas prendre le risque d'une moindre concurrence entre le couvert et la culture. Donc on est vraiment dans une... ça, je parle plutôt de couvert semi-permanent, ça me paraît un peu plus honnête. Donc il y a plein de moyens d'implanter des couverts semi-permanents. Hein. Ça peut être de dire, ce couvert semi-permanent, donc une luzerne ou un sainfoin, beaucoup dans notre cas, vous allez voir, on est beaucoup dans notre cas, hein, c'est à chacun de faire ses essais, mais c'est beaucoup sainfoin luzerne. On peut implanter une culture dans ce couvert, donc sur un sainfoin, une luzerne qui est déjà en place, que l'agriculteur peut exploiter en fourrage ou récolter la graine parce qu'il en a un débouché. Donc ça va être du blé dans le sainfoin ou la luzerne. On va voir après les réussites et les échecs qu'on a eu là-dessus. Et puis ça peut être aussi, on implante le couvert semi-permanent dans la culture ou on les sème au démarrage ensemble. On sème les deux, le couvert et la culture, et on tente de les gérer ensuite. Alors, je vous ai remis quelques éléments pour que vous ayez une idée un peu des rotations qu'on a sur l'essai et des niveaux de rendement. Donc, vous voyez qu'en système pluvial, donc sans irrigation, on n'a quasiment que des cultures d'hiver, parce qu'on n'arrive pas à faire des cultures de printemps. On a du blé dur, alors c'est beaucoup du blé dur chez nous, mais ça peut être du blé tendre. On a de la févrole, on a du pois fourragé. Les seules cultures pas d'hiver qu'on a, c'est plutôt le pois chiche, qui est plutôt une culture de fin d'hiver, qui n'est pas vraiment une culture de printemps, mais qui va s'implanter en janvier. Bon, qui est une culture difficile pour tout un tas de raisons, hein, on a du mal à bien maîtriser, mais pour d'autres questions que les questions d'agriculture, de conservation des sols, les dégâts de sangliers, le fait que janvier, février, mars soient devenus des mois qui soient très secs dans le sud-est, donc l'implantation des cultures à ces moments-là est assez délicate. Et puis à droite, vous avez les rotations en système irrigué qui sont un peu plus classiques, maïs, soja, blé, c'est des choses qu'on peut retrouver un peu plus ailleurs en France. Bon, ça c'est le détail des rotations. Donc vous avez on en a plein des rotations. Je vous fais grâce des 30 bandes sur 13 ans, mais on a tout un tas de rotations différentes. Et vous voyez qu'on a des trous des fois, c'est-à-dire que des fois, on n'arrive pas à couvrir le sol l'été avec un couvert végétal vivant. C'est-à-dire qu'on n'a pas une réussite tous les ans de dire tous les ans on a un couvert végétal vivant, parce que des fois, soit on n'avait pas de couvert permanent qui était implanté dans la culture avant, parce que ça ne s'y prêtait pas, ou parce qu'on n'a pas réussi à maintenir ce couvert semi-permanent, soit parce que et c'était aussi des situations très sèches. Donc on a fait plein d'essais, donc là je vous représente un peu d'une synthèse, mais pour savoir d'abord quels étaient les couverts semi-permanents qui pouvaient être implantés. Et j'y reviendrai à la fin de la présentation pour vous montrer un peu ce qu'on fait de nouveau et ce qu'on explore là-dedans. Nous, on a testé tout un tas de trèfles, etc. Voilà. On est resté vraiment dans notre secteur sur, on va dire, 3 couverts semi-permanents qui fonctionnaient bien, qui étaient bien adaptés à nos conditions argilo-calcaires et sèches. La luzerne, le sainfoin, qui est très adapté au sol calcaire, et le mélilo. Il y a aussi quelques producteurs qui font un peu de mélilo dans la région, mais qui est beaucoup moins, qui tient un petit peu moins longtemps et qui est quand même beaucoup moins développé. Donc on est vraiment resté sur luzerne et sainfoin principalement pour leur résistance au stress hydrique. Voilà, bon, ça je vais passer, je reviendrai après sur les densités. Et donc notre objectif avec ces différentes stratégies, c'est donc d'avoir un sol couvert en juin-juillet. Et donc on est parti au démarrage de l'essai des stratégies qui se faisaient déjà dans la moitié nord de la France, en tout cas plus au nord que la Provence. Vous savez que quand on est en Provence, le nord est assez bas.
Donc il y a des stratégies de dire luzerne ou sainfoin, notre couvert semi-permanent, enfin notre couvert, ça peut être déjà ça peut être une culture, hein, souvent c'est une culture, il y a des débouchés pour ça, qui sont assez aléatoires, mais il y a des débouchés. Ensuite, on est parti d'associations colza-couvert, ce qui se fait assez classiquement dans un certain nombre de régions. C'est par là qu'on a commencé, hein. Donc colza avec des luzernes et puis des couverts gélifs qui sont aussi implantés avec le colza. Et puis après, nous, la grosse problématique qu'on a, c'est que les surfaces en colza en région PACA, elles diminuent aussi très fortement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus suffisamment, en général, de pluie au mois d'août. Et début septembre deviennent assez secs, donc on a une forte diminution des surfaces en colza. Donc on s'est dit, si ça ne marche pas avec le colza, pour implanter ce couvert permanent, quelle autre solution on a pour réussir l'implantation d'un couvert permanent sans diminuer la fréquence des cultures de vente dans la rotation? Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est de garder une fréquence importante de cultures de vente, parce que c'est ça qui fait le revenu de l'agriculteur. Et donc, il faut que dans nos essais, ce soit bien sûr viable et représentatif économiquement, et on ne fasse pas des couverts pour faire des couverts. Donc, du coup, on a exploré d'autres solutions. On a fait des associations de couverts Févrole, Luzerne, Sainfoin. Donc, on a été implanter le couvert permanent au semis de la févrole ou sous couvert de la févrole. Je vais vous montrer après. Donc ça, septembre-octobre, on a le retour des pluies, donc en général, on y arrive. Et puis après, on s'est dit, si on a loupé le créneau de la févrole ou si la rotation n'était pas la févrole, le créneau d'après, c'est le pois chiche. Donc on a aussi fait des associations, des semis pois chiche avec notre couvert semi-permanent. Donc vous voyez que là, c'est deux légumineuses qu'on associe, hein, ce qui va poser des questions sur la gestion. Alors là, on a des herbicides, vous êtes en bio, donc ce sera, il y aura les mêmes questions de compétition, mais nous, ça nous a posé pas mal de questions au démarrage. Et puis après, il y a le dernier, c'est tournesol, luzerne, sainfoin. Donc voilà. Alors j'avais mis des photos du colza, elles ont disparu, mais ça, vous connaissez, colza légumineuse. Donc, exemple, févrole, luzerne, donc vous voyez, on sème les deux en même temps. Alors ce qu'on fait souvent, c'est que sur la luzerne, par exemple, ou le sainfoin, on diminue les densités de semis par rapport à une culture qui serait pure et exploitée économiquement. La luzerne, on descend à 10-12 kg par hectare, et le sainfoin, on descend à 60 kg hectare, donc on est quasiment moitié moins par rapport à un semis normal. Pour minimiser les risques de concurrence, parce qu'on sait très bien que ça, on ne pourra pas même nous, avec des outils chimiques, on ne pourra pas les contrôler. Donc on sème en même temps, voilà, tout ça, ça se développe en même temps, et des fois ça se développe même très bien, parce que si on a un printemps un peu pluvieux, on arrive au moment de la récolte, vous avez la luzerne, et puis vous avez le couvert semi-permanent qui est juste en dessous. Donc là, ce qui a été fait du coup à chaque fois, et donc on l'a fait 3-4 ans de suite, hein, pour vraiment le valider, du coup on a adapté le mode de récolte, et on a fait endénage-fauchage pour récolter, pour éviter de récolter, avoir du grain vert. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le fait de vouloir à tout prix couvrir le sol et d'avoir un couvert semi-permanent, etc., ça nécessite aussi de faire des compromis et d'aller modifier la récolte. Voilà, et donc ensuite, on récolte tout ça, et voilà ce qu'on a dans la foulée. Donc on a le sol qui est couvert l'été, donc c'est ça notre objectif avec ces techniques-là, hein, et sinon on ne sait pas couvrir les sols. Et après, deux solutions. Soit vous dites, nous on a beaucoup de problèmes de raigrats, hein, vous savez, comme dans beaucoup d'endroits, des raigrats résistants aux herbicides, à certains herbicides, et puis dans des systèmes sans travail du sol, c'est encore plus compliqué à gérer. Donc soit on dit, on laisse encore notre sainfoin, on va ressemer dedans éventuellement, je vous le montrerai après, un couvert pour le redensifier, mais on laisse le sainfoin pour vraiment régler ce problème agronomique. Soit voilà, on est satisfait de la pression raigrats, etc., et de l'état agronomique de la parcelle, et on ressème une céréale derrière qui va, elle, profiter du fait que le sainfoin aura repoussé l'été, aura refait de la biomasse, donc ça va lui faire quelque chose de positif en termes de nutrition azotée. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est bien et tout, mais finalement vous allez impacter le rendement de votre févrole, parce qu'elle vit en compagnonnage avec une autre culture. Alors oui, on impacte le rendement de la févrole, mais après c'est des choix qui sont faits, hein. C'est-à-dire c'est des compromis à gérer entre je fais un petit peu moins de rendement de févrole, mais par contre derrière je sécurise vraiment mon blé dur qui va suivre. Et ce qu'on fait souvent nous, c'est que derrière le blé dur,
si par exemple on a notre févrole, sainfoin, etc. Derrière, si on implante un blé dur, il y a une destruction complète, pour le coup, du couvert permanent. C'est pour ça que je parle plutôt de couvert semi-permanent, parce que en système céréalier du sud-est sans irrigation, le blé dur, c'est la culture pivot économiquement, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des pénalisations par du redémarrage de couvert. Alors ça dépend des couverts, hein, mais notamment le sainfoin, vous verrez des photos après, est un couvert qui pousse beaucoup l'hiver et qui continue sa pousse toute l'hiver, donc qui est très très agressif. Et donc s'il est dans un blé, il sera très agressif. Donc là, on est à peu près sûr d'avoir des pénalisations de rendement. Donc on peut tout à fait se dire, ce couvert, il est permanent, il est semi-permanent et on va le détruire à un certain moment. L'objectif, c'est d'en maximiser les bénéfices, c'est pas qu'il dure ad vitam aeternam. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des itinéraires techniques, hein. En orange, je vous ai mis ce qui ne va pas vous plaire, c'est-à-dire la régulation plutôt chimique dont on a besoin, mais qui peut s'envisager avec des passages mécaniques, hein, si le couvert n'est pas encore trop développé. On a fait la même chose avec le pois chiche, luzerne ou pois chiche sainfoin, où là on sème le pois chiche en janvier et on vient semer le couvert semi-permanent un peu de temps après, le temps que le pois chiche soit quasiment prêt à lever pour que le couvert semi-permanent ait aussi un petit peu de décalage dans son stade pour minimiser la concurrence, parce que le pois chiche, c'est un cycle quand même plus court que la févrole. C'est une culture plutôt de fin d'hiver qui va être plus sensible au stress hydrique qu'une févrole. Et puis pareil pour la récolte, hein, ça nécessite, pas toujours, des fois quand on a vraiment une année sèche, on récolte ça normalement, mais des fois ça nécessite aussi d'adapter, de faire le choix d'adapter la technique de récolte. Alors concernant, donc ça c'est la grosse manière qu'on a travaillé d'implanter les couverts semi-permanents. Concernant les céréales à paille, alors là il y a plusieurs solutions aussi qui ont été testées. C'est de dire on implante notre luzerne ou notre sainfoin dans le blé, et puis ensuite il va vivre sa vie après. On fait des semis associés, on les sème en même temps, ou on sème la céréale sous couvert de blé. Alors la dernière option, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, elle est très risquée, hein, de semer notre céréale sous couvert de couvert, et non pas de blé. Elle est assez risquée pour des questions de concurrence, parce que, alors voilà ce que ça donne quand on est sans régulation. Donc là, c'est un blé, contrairement aux apparences, mais c'est un blé qui a été semé dans un couvert de sainfoin sans aucune régulation. Et donc on a nos témoins, et on a fait toutes nos composantes de rendement. Évidemment, si vous voulez, la biomasse totale à l'hectare est la même avec un témoin régulé, sauf que d'un côté, on ramasse quasiment exclusivement du blé, de l'autre côté, on ramasse du sainfoin et des coquelicots. Donc ce n'est pas franchement l'objectif. On a mesuré chez des agriculteurs bio, là pour le coup, l'impact rendement justement de céréales qui avaient été semées derrière des sainfoins ou derrière des luzernes, avec une destruction plus ou moins totale ou partielle de ces sainfoins ou de ces luzernes. Donc c'est ce que vous avez ici, hein. Donc chaque point c'est une parcelle. Quand c'est en jaune, c'est sur des diagnostics blé tendre ou blé dur qui ont été faits depuis 2014 dans la région PACA. Et donc c'est classé. En ordonnée, c'est l'atteinte du potentiel de rendement climatique. C'est en gros, est-ce que j'ai atteint 20, 30, 40, 60% ou 100% du rendement qui était réalisable du fait du niveau de pluviométrie qu'on a eu cette année-là. Et puis à droite, c'est l'indice de nutrition azotée du blé à floraison, c'est-à-dire est-ce que mon blé a été bien nourri ou pas en azote. Et puis la courbe enveloppe, là, c'est celle qui modélise pour un taux d'indice de nutrition azotée donné ce qu'on est en droit d'attendre en termes d'atteinte de notre potentiel de rendement. Okay, et donc vous avez dit des blés, à chaque fois c'est des mesures sur des blés tendres ou blé dur, selon différents précédents. En jaune, c'est des blés, c'est des deuxièmes pailles. En vert clair, c'est des blés derrière des légumineuses annuelles. Et en vert foncé, c'est des blés derrière légumineuses pluriannuelles. Et ce que vous voyez, c'est que, en général, bien sûr, quand on est derrière des légumineuses pluriannuelles, on améliore quand même significativement la nutrition azotée de nos blés. Hein. C'est des effets restitution azotée des luzernes, des sainfoins, etc. Mais qu'on a quand même des points vert foncé qui décrochent complètement par rapport à la courbe enveloppe, jusqu'à 50% des fois de rendement perdu. Et ça, c'est des cas qu'on a été diagnostiqués chez les agriculteurs où justement la luzerne ou le sainfoin
avait été très mal détruit et reparti dans le blé ensuite. Donc ça veut dire de la concurrence azotée, puisqu'elle va quand même en prendre, le couvert permanent il va quand même en prendre, et puis aussi beaucoup de la concurrence hydrique. Donc la question, on va y revenir après avec quelques mots sur le projet Graal, hein, mais ces pratiques-là peuvent être très risquées en agriculture biologique. Après, ça dépend de ce qu'on tolère et où on passe le curseur, mais nous, on a mesuré jusqu'à 50% de pertes dans ces situations-là. Donc en gros, on a testé, donc là je vous ai remis un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'on a testé, hein, des colzas, donc des couverts avec des colzas qui fonctionnent assez bien, des couverts avec des févroles si on a loupé le créneau du colza, donc ça fonctionne bien, mais ça nécessite d'adapter le moyen de récolte, hein, fauchage en dénage. Ce sera la même chose avec des couverts avec le pois chiche. On a testé donc des couverts semés avec le blé, donc en même temps. C'est assez, là encore, c'est assez compliqué si le couvert est très poussant. Il y a pas, surtout en bio, il n'y aura aucun moyen de régulation. Et puis après, ce qui pourra fonctionner aussi, c'est des couverts des semis de couverts sous couvert de serre à la paille. Sur des potentiels de rendement limités, en dessous de 40 quintaux hectares, ce sera faisable et ça pourra réussir. Et puis le pois chiche semé en janvier dans le blé. Combien? Ah d'accord, ok. Donc voilà, donc on a un peu testé tout ça, toujours dans l'objectif de maximiser, le résultat derrière, c'est de maximiser la couverture des sols l'été. Ce qu'on fait aussi, vous voyez, alors il ne faut pas se mentir, hein, souvent quand on a des couverts permanents qui redémarrent après une moisson l'été, surtout dans des secteurs peu pluvieux, c'est des fois très aléatoire. Il ne faut pas imaginer que si on a récolté au 1er juillet, au 15 juillet, on a un beau couvert, tout vert, etc. Donc ce qu'on fait, donc c'est souvent aléatoire. Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'à l'automne, on vient redensifier le couvert avec un semis de graminées. Et ce qu'on prend souvent, c'est des espèces de printemps qu'on sème à l'automne. Par exemple, de l'avoine de printemps qu'on vient semer à l'automne, suffisamment tôt si on y arrive au niveau climatique, pour maximiser la biomasse et que ça fasse le maximum de biomasse avant l'hiver. Parce qu'on a beau être en Provence, on a des hivers quand même assez rigoureux. On est en Haute-Provence, hein, donc on a des contraintes hivernales assez fortes. On n'est pas complètement au bord de la mer. Donc là, vous voyez sur la droite, bon, vous voyez Daniel Brémond, mais vous voyez surtout le sainfoin redensifié avec un couvert annuel dedans. Alors, s'il me reste 10 minutes, je vais passer quelques petits trucs. Des données aussi qui sont importantes et qu'on regarde et qu'on va regarder de plus en plus à l'avenir, c'est ces couverts végétaux. Alors, très bien, ok, on va maximiser la couverture des sols, mais quel est l'impact de ces couverts végétaux au niveau hydrique sur les cultures qui vont suivre? Alors, il y a les cultures avec lesquelles ils sont, on en a parlé, hein, on ne prend pas trop de risques sur le blé, sur un certain nombre de cultures qui sont vraiment phares économiquement, mais il y a ensuite, quand je détruis un couvert, la culture qui suit, est-ce qu'elle va être pénalisée ou pas hydriquement? Parce qu'un couvert, ça consomme de l'eau. Et donc nous, comme on a des printemps très secs, on regarde de plus en plus cette question-là. Vous avez ici des graphiques qui vous montrent l'évolution du réservoir utile en eau du sol en fonction de, en bleu, c'est un couvert de févrole, en vert, c'est un couvert de trèfle, et en rouge, c'est un sol nu. Vous voyez que tout va bien jusque mi-mars, où là, vous avez une différenciation et vous avez un écart assez conséquent de remplissage de votre réserve utile. Si vous avez un couvert, c'est fortement pénalisé par rapport à si vous n'avez pas de couvert. Et en gros, on estime à peu près, dans les données qui sont d'Arvalis ou de l'INRA, à 10 mm d'eau par tonne de matière sèche produite consommée par un couvert. C'est les données qu'on a. L'an dernier, nous, on avait une expérimentation en PACAL, dans un lycée agricole, où on avait un couvert d'avoine qui faisait 9 tonnes de matière sèche à l'hectare, qui devait être détruit avant un soja. Ce couvert d'avoine, alors surtout qu'on a eu une année très atypique, enfin encore une année atypique d'un point de vue climatique. On n'avait pas eu trop de pluie janvier, février, mars, avril, et en avril, il s'est remis à pleuvoir. Mais pas qu'un peu, puisqu'on a eu 250 mm en un mois. Et ensuite, donc on a attendu qu'il pleuve, qu'il finisse de pleuvoir, et ensuite il y a eu la destruction du couvert d'avoine et le semis du soja. Malgré ça, malgré le fait qu'il ait plus de 250 mm, on avait un écart de déficit hydrique de 95 mm
entre le sol nu et le couvert d'avoine de 9 tonnes de matière sèche. Vous voyez, 95 mm, on retrouve nos 10 mm par tonne de matière sèche. Et ça va être très difficilement rattrapable uniquement par des irrigations, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de couvert, mais ça veut dire qu'il va falloir gérer les séquences couvert-culture et la date de destruction du couvert par rapport à la culture suivante. Donc il y a des expérimentations qui ont été faites dans le sud-ouest avec la variation du volume d'eau dans le réservoir utile du sol en fonction d'un sol nu ou de la date de destruction du couvert. C'est ce que vous avez ici, hein. Le sol nu, ou quand j'implante mon tournesol au 15 avril, j'ai un sol nu où je détruis mon couvert un mois avant, c'est-à-dire au 6 mars, j'ai le même volume d'eau dans le réservoir utile. Je détruis le couvert au dernier moment, c'est-à-dire le 15 avril, le jour du semis, j'ai le volume d'eau, mon réservoir utile qui est 2 fois moins rempli. Donc voilà ce qu'on regarde aussi de plus en plus dans des climats hydriques contraints. Comment on gère les couples couvert-culture quand on se détruit l'un par rapport à l'autre, etc. etc. Sur les couverts semi-permanents, alors je vais dire un petit mot des innovations qu'on teste. Et puis il y a Régis Elias qui est dans la salle, là, que vous connaissez sans doute, qui pourra compléter dans les questions. Je vais passer très vite parce que s'il reste que moins de 10 minutes maintenant, je ne sais pas, 5 minutes, je vais passer vite. Vous voyez que la gestion des couverts semi-permanents, c'est compliqué en bio, hein, on se pose beaucoup de questions. Donc les principales innovations qu'on a, nous, travaillées au niveau d'Arvalis, et que Régis a beaucoup développé, c'est le fauchage inter-rang des couverts. Vous avez sans doute entendu parler, hein, où du coup, ça marche par de l'agriculture de précision. On alterne les rangs de couverts et de cultures, et on vient faucher, avec un broyeur, les couverts dans les inter-rangs des cultures. Donc, je vais aller aux photos. Donc, vous voyez l'évolution technologique qu'il y a eu en quelques années, hein, où Régis a commencé au ciseau et maintenant on le fait comme ça. Donc, il y a eu des belles évolutions technologiques, mais fallait faire la preuve de concept, fallait tester le truc. Donc, on est passé du ciseau à la mécanisation. Et voilà quelques photos récentes. Vous voyez, donc là, vous avez dans de l'orge, je pense. Vous avez un couvert de sainfoin à gauche et un couvert de l'orge avec un couvert de sainfoin ou une variété de luzerne Galaxy. On va reparler en fin de présentation des aspects génétiques sur les couverts semi-permanents qu'on commence à travailler. Vous voyez que le sainfoin, là, il va être très très poussant, donc potentiellement très concurrentiel, beaucoup plus que la variété de luzerne. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez des alternances de rangs de céréales et puis de luzerne. Et voilà ce que ça donne au final entre le sainfoin à gauche, donc très concurrentiel, très poussant, et le couvert de luzerne à droite, qui est déjà un peu plus tenu en respect par le blé. Donc ça, je reste pas dessus. Donc voilà, et après ce qu'on a, voilà les objectifs qu'on a, c'est qu'après la moisson du blé, 15 jours après la moisson, on ait ce couvert de luzerne. Donc je ne reviens pas en détail sur les résultats, parce qu'on pourra les aborder dans la discussion, et puis Régis pourra compléter si besoin sur où on en est de cette technique-là. Je voulais juste, pour terminer, vous montrer les perspectives qu'on travaille dans un... Donc ça, c'était le projet Graal, hein, et dans un nouveau projet où on essaye, donc qui s'appelle Bébé So Cool, donc au-delà du nom qui est effectivement assez cool, c'est blé bio sous couvert de luzerne, ça veut dire. Et donc c'est un projet qu'on a à Arvalis avec l'INRA, l'Institut Agro de Montpellier. L'objectif, c'est d'aller explorer le levier génétique, le levier que peut représenter la génétique dans les luzernes pour ces techniques de couvert semi-permanent. Parce que les luzernes et les fourrages, ils n'ont pas été sélectionnés pour faire des couverts semi-permanents à la base, hein, mais il y a sans doute une composante génétique à aller explorer. Et donc, on va regarder des interactions blé-luzerne. Donc, on fait ça avec des généticiens et de la luzerne et aussi du blé dur. Donc, eux, ils veulent aussi regarder le levier génétique en blé dur pour ce genre de pratique. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est d'étudier les deux. Et donc, on a, alors là, c'est des photos de l'essai de Gréoux. On a différentes variétés de luzerne qu'on va venir phénotyper, c'est-à-dire scanner avec des robots. Et ce que vous avez à droite, là, une phénomobile, un robot qui se déplace tout seul pour essayer qui prend plein de photos et qui nous le traduit en indices de végétation pour essayer de comprendre finement comment ces luzernes poussent, leur surface foliaire, leur dynamique de croissance, etc. etc.
Et on regarde aussi, on a du phénotypage au niveau des racines hein, pour voir les dynamiques d'enracinement. Et du coup, on a donc plein de luzernes différentes qui ont des dormances très différentes. Vous avez des luzernes avec des indices de dormance très élevés, donc très méditerranéennes, très, très, très sud. C'est celle que vous avez ici, là, la luzerne emiliana, par exemple. Donc qui redémarre très vite. Ça, c'est des photos de la semaine dernière. Donc on voit déjà le redémarrage de ces luzernes l'hiver. Et puis vous avez à gauche, vous avez une luzerne qui a un indice de dormance de 3, donc qui est très dormante. Hein. Les indices de dormance en luzerne, c'est à l'envers. Et donc là, qui redémarre très lentement. Donc vous voyez qu'entre ces deux luzernes, on se dit que voilà, dans des pratiques de couvert permanent, il faut qu'on aille explorer ce levier génétique pour voir quel levier, qu'est-ce que ça peut nous représenter en termes de moins de régulation, de moins de risques, etc., etc. Et puis vous avez le Sainfoin à droite qui, lui, est resté vert tout l'hiver, d'où le fait qu'il soit extrêmement concurrentiel. Voilà. Et donc c'est un essai dans lequel on a des luzernes pures et puis des luzernes associées à du blé. On va regarder comment tout ça se comporte ensemble. Ça, c'est sur Gréoux. Et sur la station de Régis à Montance, c'est les aspects aussi sélection génétique du blé dur, puisqu'on le fait avec l'INRA de Montpellier, qui sont spécialistes du blé dur, qui sont regardés en interaction. Voilà. Et puis alors, bon, ça je vous en parle pas. On travaille aussi les associations de culture. Hein. C'est aussi un moyen d'intensifier la production végétale. On a aussi, on a aussi exploré des associations de culture assez qui vont vous paraître exotiques, mais avec de la lavande, hein, puisque nous on a énormément de systèmes de lavande, des lavandes qui sont espacées d'1 mètre, 82 mètres, des couverts, voire des cultures qui sont mis dans les lavandes pour les récolter. Et puis on travaille, vous avez parlé tout à l'heure d'agroforesterie, on a aussi quelques projets, là ça c'est plus pour information, parce que les résultats ne sont pas encore sortis. Sur l'agroforesterie, c'est un moyen de faire de l'intensification végétale, l'agroforesterie, mais nous, ce qu'on étudie beaucoup en conditions méditerranéennes, ça va être l'impact que va avoir l'agroforesterie sur le microclimat des céréales qui sont en dessous, que ce soit un impact positif, ce qu'on espère, ou négatif, hein, parce qu'on va pouvoir mesurer aussi des phénomènes de concurrence, qui sont aussi des thématiques qu'on travaille récemment. Voilà. Donc en conclusion, vous dire que, voilà, je voulais vous faire un petit mot sur quelle stratégie on a testé dans le sud-est pour l'optimisation de la couverture des sols, avec des exemples qui ne sont pas en bio, mais qui peuvent peut-être donner des idées, hein, c'est ça le but. Et puis, ce qu'on travaille aussi sur des aspects plus bio, là où on a du mariage entre de l'agriculture de précision et de l'agronomie, hein, enfin de l'agroécologie, sur la fauche interrante luzerne, et où on en est aujourd'hui sur des leviers qu'on cherche à explorer un peu plus d'un point de vue génétique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions sur la slide 18, paragraphe 3 ? J'ai noté un point important. Y a-t-il une réaction, une demande de précision ? Merci, pardon. Bon, vous avez parlé des couverts semi-permanents. Là, j'ai des agriculteurs qui ont, c'est un couvert annuel là, mais qui ont commencé à tester la crotte à l'air. Je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Alors moi, on l'avait testé. Alors c'est un couvert estival, hein, parce que c'est justement le type de couvert c'est une légumineuse estivale, donc qui fonctionne bien dans des conditions chaudes et humides. Donc nous, on l'a testé dans le sud-est, mais c'était uniquement à l'irrigation du coup, parce que c'est un peu comme en termes d'implantation, comme le sorgho hein, dans les cycles. Hein. Donc ça avait été testé en association avec le sorgho. Mais pour le coup, il faut des conditions chaudes et humides pour que ça démarre. Et ça faisait des biomasses, genre j'ai plus les niveaux de biomasse en tête, mais ça faisait des biomasses assez intéressantes. Mais nous, on les avait associés avec du sorgho pour maximiser la couverture. Merci. Une deuxième intervention. Bonjour. Vous êtes revenu sur... donc en bio, il y avait des suivis d'implantation de céréales d'hiver dans des couverts semi-permanents, notamment des luzernes avec des baisses de rendement.
Vous avez dit donc effectivement c'était lié à la destruction de ce couvert permanent plus ou moins. Est-ce que vous avez une idée des itinéraires techniques pour le coup qui ont été utilisés, qui vont induire plus ou moins de destruction de couverts et du coup lesquels sont plutôt à favoriser? Est-ce que c'est un passage de herse rotative? Alors, voilà. alors effectivement derrière les points il y a plein d'itinéraires techniques et de réalités différentes. Ce qu'il y a d'utilisé, c'était ou du scalpage ou de la herse rotative, hein, c'était les deux grands outils utilisés. Bon alors, le problème c'est pas la régulation à l'automne en fait, enfin c'est pas la régulation à l'automne. Le scalpage ça peut quand même nécessiter, il faut des conditions assez bien particulières en termes d'humidité des sols, etc. Donc c'est souvent 2-3 interventions des fois plutôt qu'une, donc il faut trouver les créneaux climatiques, hein, c'est ça la principale difficulté qu'on a nous dans le sud-est. Par contre, le problème, c'est la pluviométrie du printemps, en fait. C'est ça qui va faire le redémarrage de la luzerne et donc la concurrence potentielle. Alors, je sais qu'il y a des agriculteurs qui le font aussi pour minimiser les risques avec des variétés un petit peu plus hautes en paille. Non pas que ça fasse moins de concurrence, mais au moins le blé passe au-dessus de la céréale, de la luzerne, donc ça facilite la récolte. Mais c'est vraiment la pluviométrie du printemps qui va faire la réussite de la technique. D'où l'idée de dire, avec de l'agriculture de précision, avec du redesign des parcelles, des alternances de rangs, on se donne un moyen applicable en système biologique ou sans herbicide de contrôler ce couvert semi-permanent pour maximiser au maximum pour minimiser au maximum les pertes de rendement. Super. Je ne fais qu'un pas. Bonjour, merci Mathieu pour ta présentation. Sur la partie fauchage, on a discuté hier que ça pouvait être compliqué dans les virages de ne pas se mettre à faucher le blé parce que l'antenne étant sur le tracteur, il peut y avoir des problèmes du coup de bonne gestion du RTK. Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors, je vais tendre le micro à Régis, parce que c'est lui l'expert et du RTK et du fauchage qui va beaucoup mieux répondre que moi. Je vais tenter, en étant bref, si j'ai bien compris. Donc effectivement, sur le guidage RTK, il y a plein de notions qu'il faut intégrer dans cette pratique. Déjà, grand 1, la précision du RTK, qui n'est pas toujours celle annoncée par les constructeurs. Donc ça nécessite effectivement toute une chaîne de traitement d'informations où on essaye de projeter finalement une coordonnée GPS à une plante. La coordonnée GPS, c'est celle qui est à l'antenne, et il y a plein d'interférences possibles pour arriver à la plante. Et donc, déjà, la précision à l'antenne, mais aussi toute la chaîne cinématique qu'il y a entre le tracteur et l'outil. Est-ce que l'outil est centré? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce que voilà. Donc tout ça, ça induit des erreurs possibles dans le guidage. Pour faire simple aujourd'hui, la technologie de guidage RTK peut être très précise, mais elle est rarement atteinte. Et je vais schématiser, mais aujourd'hui, il y a 90% des tracteurs équipés en guidage RTK qui ne sont pas précis. Voilà. Et ce n'est pas un problème de mécanique, c'est un problème d'informatique. C'est un paramétrage de la console. Voilà. Alors j'entends votre question sur les virages. Donc il y a une technique, c'est de faire que des lignes droites. Voilà. C'est possible, y compris dans les champs de travers. Non, l'autre souci qu'on rencontre et qui est peut-être plus difficile à résoudre encore, c'est le dévers. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sur des parcelles plates. Voilà. Lorsqu'il y a de la pente, aujourd'hui, on est contraint de faire remonter, descendre. Mais par contre, à partir du moment où on a un dévers latéral, le guidage, et quel que soit le mode de guidage, hein, que ce soit caméra, ce que vous voulez, est insuffisant pour atteindre le niveau de précision attendu dans cette pratique. Il faut être clair. Mais voilà, il y a des choses à travailler sur le sujet, il y a des choses à faire pour améliorer la chose. Et puis, pourquoi aujourd'hui, en fait, on fait du fauchage interligne? Parce que la première question, c'était ça. En fait, et c'est pour ça qu'on s'oriente principalement sur les leviers génétiques,
parce que toutes les variétés de luzerne, toutes les légumineuses ont été sélectionnées à des fins fourragères et jamais pour une destination plante de service. Et si on regarde aujourd'hui la diversité génétique qu'il y a par exemple sur la luzerne, on en utilise 5% parce qu'on n'a qu'une fin aujourd'hui, c'est le fourrage. Et donc il y a des choses à observer dans les 95% qui restent. Et peut-être qu'à terme, on n'aura pas besoin de faucher parce qu'on aura des variétés qui démarrent suffisamment tard au printemps, qui auront été dominées d'abord par le blé et pas l'inverse. Donc voilà, il y a tout un travail, et c'est pour ça que le projet Bibi So Cool devrait apporter des éléments de réponse là-dessus. Néanmoins, ce qui est important de dire, c'est que même si on trouve une variété de luzerne idéale, elle ne sera idéale que si elle n'oublie pas de faire des graines. Parce qu'au moment, il faut bien semer le couvert. Et si vous avez une variété de luzerne idéale, mais qui produit un dé à coudre de semences à l'hectare, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Nous aurons une dernière intervention et puis nous serons amenés à clore cette matinée. En fait, c'était une question très, très brève. La dernière fois qu'on avait parlé de ce problème de RTK, vous envisagiez un système de direction avant et direction arrière du tracteur pour compenser la dérive de l'outil derrière et positionner le RTK sur l'outil. Est-ce que ça a évolué? Vous avez eu des résultats? Tu dois te relever, Régis. Hein. Oui, effectivement, c'est un sujet, enfin, c'est une façon de contrecarrer les effets de la pente. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'électronique était précise dans les dévers. C'est-à-dire que l'antenne GPS, même dans les fortes pentes, passe au bon endroit. Et donc, on a un problème de gravité. C'est-à-dire que par défaut, le tracteur, pour compenser la pente, se met en crabe. Et donc, effectivement, on a commencé à travailler sur un guidage avec des tracteurs un peu spéciaux qui ont 4 roues directrices où on pilote l'essieu avant et l'essieu arrière par l'antenne, par le guidage RTK. Et l'objectif, c'est de garder le châssis du tracteur bien positionné et parallèle à sa ligne de référence. Donc on a commencé des tests. On a trouvé un constructeur qui était intéressé, avec un fournisseur de guidage GPS RTK. Donc on a fait des premiers tests, on s'est rendu compte qu'ils avaient bien bricolé le truc, mais finalement, avec un bricolage très grossier, on a réussi à diviser par 2 l'erreur dans les pentes. Alors quand je dis par 2 dans les pentes, c'est des pentes à 30%. Hein, donc c'est quand même pas inintéressant. Le problème, c'est que ces 2 constructeurs sont fâchés. Et donc on repart à zéro.